Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le spectacle est devenu pour vous une petite famille au sein de laquelle votre nom a petit à petit grandi sur les affiches. Vous êtes restée une fille toute simple, même si professionnellement il vous arrive de voir double, en particulier au Festival d'Avignon. Bonjour Virginie Lemoine. Bonjour Jacques. Alors on se retrouve avec le Festival d'Avignon, 2 pièces, dont une que vous avez écrite, on va en parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, vous étiez venu déjà voici de nombreuses années, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé certaines, notamment le 16 août 1982, ce sont vos débuts internationaux. Vous débutez votre carrière internationale à Édimbourg dans un festival, le Fringe. Oui, absolument. Oui, on était parti avec un spectacle qui s'appelait Les Ginettes. Oui. C'était assez familial aussi. Et on avait fait en France la première partie de Juliette Gréco. C'était la première fois que je montais sur scène. On faisait en fait toutes les grandes fêtes gays de la capitale. Et on était parti au Festival d'Édimbourg. J'y suis jamais retournée. Alors ça restera vraiment gravé d'une pierre blanche. En fait, c'est un festival. Le nom en anglais se réfère au côté avant-garde. C'est le plus grand festival au monde. Je crois qu'il y a 2500 spectacles chaque année, encore plus que le Festival d'Avignon. Oui, alors là, ça force l'imagination. Voilà. Et ça a commencé en même temps qu'Avignon en 1947. Ah oui, d'accord. C'est fou, hein? Ah oui, c'est fou. Alors, il se trouve que Les Ginettes, c'est effectivement l'un de vos premiers souvenirs, mais vous avez parlé de Juliette Gréco, et effectivement, elle a été importante dans votre carrière. En dansant La Javanaise, écrite un soir de cuite par Serge Gainsbourg au 33 rue de Verneuil. Ils ont dansé et fait un succès de cette chanson. Mais je crois que vos débuts sur scène, c'est vraiment Juliette Gréco. Oui, j'étais jamais montée sur scène. Elle était absolument charmante. Elle avait une présence, mais vraiment magique, en toute objectivité. Et elle avait refait le nœud de cravate de mon frère aîné qui était complètement tétanisé devant elle. Elle était délicieuse et charmante et très charismatique. Et comment vous aviez décroché ce contrat ? Alors, c'était une grande fête gay à Paris et c'était un des membres des Ginettes qui organisait la soirée. En fait, il m'avait dit, tiens, on cherche une première partie à Juliette Gréco, pourquoi pas nous ? Bah oui, pourquoi pas. Et il m'avait dit, écrivons un spectacle. Alors, on a écrit ça et on a fait sa première partie. Je crois qu'il y a eu aussi la première partie de Nancy Holloway. Oui, tout à fait. Et de Marie-Paul Bell. Absolument. Rien à voir. Mais non. Mais quel parcours. Hein. C'était vraiment des personnes extraordinaires. Alors, Les Ginettes, il faut dire que c'était un spectacle un peu fait de bric et de broc. Complètement. Alors là, oui, c'est un euphémisme de dire qu'il a été fait de bric et de broc, oui. C'était quoi, des chansons ? C'était des petites chansons. Alors moi, je chantais, c'est vous dire le niveau. Hein. Oui. Je chantais avec une copine qui est chanteuse d'opéra et qui fait une très grande carrière en Argentine, à Buenos Aires. Et puis voilà, on chantait. Vera Sirkovic. Vera Sirkovic, exactement. Oui. Qui a sorti un très bel album où elle chante Piaf. Oui, elle a chanté aussi Beko et elle a chanté Barbara. Oui, tout à fait. Elle chante magnifiquement Barbara. Et donc c'était des chansons comme ça. Oui, écrite sur un coin de table, hein, mais peut-être avec pas tout à fait le génie de Serge Gainsbourg. Et je crois que vous l'avez testé, ce spectacle, dans un bar qui s'appelait le Piano Zinc. Oui, c'était tellement joyeux à l'époque. C'était un bar gay. Le petit futé avait dit, c'est le bar gay, on peut venir avec sa grand-mère. Quoi. Donc voilà, je tenais le bar et puis qui voulait chanter. C'était très très sympathique. Et d'ailleurs, vous prépariez aussi des cocktails assez particuliers, Virginie Lemoine. Ah oui, oui, vous êtes très renseignée. Oui, tous les soirs, j'inventais n'importe quoi. Mais je finissais par avoir une assez grande connaissance des alcools. Ne buvant pas du tout moi-même, et je faisais le test consommateur, je mélangeais des trucs, je leur donnais des noms improbables. Oui, c'est assez... Et juste à côté, il y avait un bar gay tenu par Yves Mourouzi aussi, qui s'appelait le Look. Ah oui. Et qui était Mourouzi l'a tenu pendant quelques mois avant que ça fasse faillite complètement, parce que personne ne payait dans ce bar. Et vous avez aussi joué ce spectacle au Palace. Oui, au Palace, tout à fait. Oui, ça devait être une première partie de quelque chose. C'était une des fêtes gays aussi. Il y avait à l'époque, les pédalos. Oui. Essayez donc nos pédalos. Et il y avait un chanteur qui s'appelait Lala. Et j'ai réussi à avoir de ses nouvelles il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui m'a dit, mais je connais Lala. Et puis nous. C'était vraiment de la folie. Oui, mais en même temps, le mot Ginette, il était venu comment ? Alors là, comment vous dire ? Je ne sais pas, c'était, je pense, une expression à l'époque. On disait, ça fait Ginette. Mais ça fait un peu...
Mais c'est à tel point aujourd'hui qu'il y a le Ginette Comedy Club qui est un des meilleurs plateaux de stand-up à Paris. C'est resté complètement. Je ne le connais pas, alors tant mieux. Et il y a un autre prénom qui vous a marqué, je crois, Virginie Lemoine, c'est Monique. Ah oui, Monique, oui. C'est vrai, mon adresse mail, c'est Grosse Monique, oui. C'est une invention avec Denis D'Arcangelo qui fait Madame Raymonde. On a classé l'humanité en deux catégories. Les bras filles, qui comprend une population très diverse d'hommes et de femmes, les bras filles, donc les grosses Moniques, et puis les autres, on les appelait les Katia. Pourquoi en plus j'ai des copines qui s'appellent Katia, j'ai honte. Comme ça. Mais comme ça, c'est pour rigoler, ça m'est toujours resté. Et puis, je crois qu'un de vos premiers rêves, c'était de danser au départ. Oui, tout à fait. Je crois que j'ai un corps de danseuse, vraiment une très grande souplesse. Aujourd'hui, il faut que je fasse attention, je suis très laxe et mes parents ne m'ont jamais écouté. Alors, les auditeurs qui ont eu des parents artistes comme moi, peut-être ont eu le même problème. En fait, ils étaient partis dans leur art, ils n'étaient pas très heureux, ils n'écoutaient pas, ils n'entendaient pas leurs enfants. Ça a été un grand drame. C'est pour ça que j'ai fait du théâtre. Voilà, exactement. Oui. Il se trouve que vous dansiez quand même sur les chansons de Claude François, en organisant des booms chez vous, je crois. Ah oui, ça c'était formidable, les booms. On avait une petite maison à Montmartre, on organisait des booms dès le plus jeune âge. Et là Claude François, c'était l'idole absolue? Ah bah oui. Claude François, on aimait beaucoup Michel Fugain, Michel Sardou quand on était plus jeune. Oui, c'était toute une époque très joyeuse. Alors effectivement, la vie n'a pas été facile puisque je crois que votre maman est décédée très jeune et que votre père, qui était architecte, il n'a pas vraiment construit votre vie. Non, mais j'ai eu la chance parce que j'ai des frères extraordinaires, dont mon frère aîné, Étienne, qui est musicien, qui m'a fait faire du théâtre, qui m'a dit... je le cite toujours, préfigure-toi ce que doit être un rapport humain et tu t'y tiens. Et c'est une phrase qui m'est toujours restée. Et c'est lui qui vraiment vous a élevé? Oui, absolument, oui. C'est pas facile quand même. Alors, c'est pas facile d'accepter que son frère, qui a 3 ans de plus que soi, charge d'autorité, c'est pas très facile. Mais je lui ai fait confiance et je savais que c'était un homme extraordinaire. C'est un homme d'une très grande culture, d'une très grande intelligence, d'une très grande sensibilité, très courageux et qui a mis toute son énergie à nous élever, Grégoire et moi, le second et moi. Et il se trouve en plus que l'école, c'était moyennement facile. Je crois que vous avez eu une très bonne note en espagnol au bac. Oh là là, oui. Mais vous savez tout, Jacques. Oui, parce que j'étais un cancre. Mais j'ai un petit vernis de culture, mais très fragile. Hein. Et très vite, on voit que j'étais cancre au lycée. J'ai failli avoir mon bac. Oui, comme je ne savais pas du tout parler espagnol, j'ai lu le texte et après j'ai dit je suis désolée, je suis une très mauvaise élève, alors je peux parler comme ça, mais après ça, je ne peux pas parler espagnol parce que je suis trop mauvaise. Donc il m'a écouté au bout d'un moment, il m'a dit bon, ça va, c'est bon, allez, foutez le camp, il m'a mis 10. C'est pas mal. On suis très bien sorti. Et c'est les débuts du théâtre. Et déjà, le théâtre, dans votre enfance, à la maison, vous organisiez des soirées théâtre avec le Grand Bleu, par exemple, et le Rideau Bleu. Ah, il y avait le rideau bleu. Des draps bleus. Ah oui, des draps, oui, tout à fait, oui. Enfin, c'était Étienne, mon frère aîné, quand on était petit, qui organisait beaucoup de soirées théâtre. Il m'a emmené d'ailleurs voir Phèdre. Je devais avoir 7 ans. Et lui, 10 ans et demi, on avait été au théâtre du Tertre. Tous les deux, vous l'avez connu, Jacques, le théâtre du Tertre? Oui, bien sûr. Et il m'avait expliqué un peu ce qui allait se passer. Ça m'avait... j'avais pas compris comment Hippolyte, qui était mort, pouvait venir saluer. Ça m'a mis des points d'interrogation au-dessus de la tête. Donc, prendre des cours de théâtre, ça a été une évidence pour vous, Virginie Lemoine? Oui, ça provient aussi d'une soirée à la Comédie Française où on avait été voir La Puce à l'oreille, avec notamment Michel Duchossois, à qui je l'ai raconté quelques années plus tard. Et il m'a dit qu'il était touché d'avoir été à la source d'une vocation qui était modeste. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, on est allé voir La Puce à l'oreille et mon frère aîné donnait des cours d'orgue à Alain Fédot. Donc après, on est allé dans sa loge, il nous a montré les coulisses de la Comédie Française, les ascenseurs spéciaux pour les crinolines, ça m'a fait rêver. Et après, il est venu dîner à la maison, il nous a expliqué le fonctionnement de la Comédie Française, qui était vraiment drastique. Mais ça m'a fait rêver. Et le lendemain, j'ai dit à Étienne, mon frère aîné, que j'aimerais bien faire du théâtre. Il m'a dit, écoute, je vais t'emmener à Rouen. Et pourquoi Rouen? Alors, parce que lui prenait des cours d'orgue, d'harmonie et de solfège avec un professeur extraordinaire qui s'appelait Louis Thierry. Et il voulait avoir une certaine assurance sur scène. Donc, il a pris des cours de théâtre et donc on en a pris ensemble. Et en même temps, vous, c'était Jean Chevrin qui était un professeur extraordinaire. Annie Dupéret en parle souvent avec émotion. Oui, Jean-Michel Dupuis et puis après toute une génération avec Valérie Lemercier, Franck Dubosc, Karine Viard, moi, Valérie Maurice aussi, qui a fait une jolie carrière à la télévision. Patrick Chenet.
Ah, Patrick Schéner, oui. Et Valérie Lemercier aussi. Oui, tout à fait, oui. Et puis alors, il y a eu le Festival d'Avignon que vous avez découvert comme spectatrice au départ. Oui. Début, c'était en 82. Il y avait une rencontre dans le IN avec tous les conservatoires de France. Il y avait 2-3 élèves par conservatoire et Georges Chevrin m'avait proposé de venir avec lui. Donc j'ai connu le Festival d'Avignon dans des petites salles, sans clim, il n'y en avait pas besoin à l'époque, avec la température qui fait dehors, qui faisait en Avignon au mois de juillet. Et puis après, oui, j'y suis retournée pas mal en spectatrice. Et puis, je crois que j'ai dû commencer à faire... Parade. Parade, oh là là, extraordinaire. Vous êtes vraiment à vouloir forcer mon admiration, Jacques. Oui, Parade, c'était en 1987. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était un spectacle où il y avait Racine, Gogol, Feydeau. Voilà, c'est ça. Et vous étiez arrivé là-dedans comment ? Eh bien, par un ami très proche, on est toujours amis, avec qui j'avais fait le conservatoire et qui avait été sollicité pour jouer dans ce spectacle, qui cherchait d'autres comédiens, il m'avait proposé. C'était un petit cirque avec Monsieur Loyal qui avait l'animal le plus extraordinaire de la création, l'homme et une femme, un homme et une femme, voilà. C'est Jean-Louis Quémoun, je crois, qui avait le théâtre du Hangar. Exactement, tout à fait. Et c'était un gymnase effectivement, mais surtout, je crois qu'il y avait pas, on ne tractait pas à l'époque. C'était pas facile d'attirer les spectateurs. On faisait des parades du coup dans la rue, c'était très très drôle. On défilait costumés. Oui. Et puis on annonçait l'heure et le lieu du spectacle, et puis voilà. Puis la salle était remplie le soir. C'est un privilège. Oui, c'était assez artisanal à l'époque. En tout cas, ça a continué avec une autre forme d'artisanat. Et il y a aussi une autre date qu'on va évoquer dans quelques instants. C'est le 3 mars 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Virginie Lemoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Virginie Lemoine. Nous parlerons tout à l'heure du Festival d'Avignon avec ces 2 spectacles qui sont à l'affiche, dont un que vous avez écrit et mis en scène. Mais on en revient au 3 mars 1991. Ce sont vos débuts de chanteuse à la télévision. Écoutez. Au football, il est champion car son odeur l'avantage. Dès qu'il attrape le ballon, tout le monde fuit sur son passage. Et c'est grâce à Le sa petit crasse chat qui qu'il pue. est la oui, détache. c'est Dans ça. Ainsi font font font. Oui. C'est la première fois que vous chantez chez Jacques Martin. Vous Ouais. êtes en petite fille Ouais. et vous chantez une comptine qui n'est pas vraiment pour les enfants. Oui, sans doute. Vous en souvenez ? Très bien, parce que j'ai rencontré le jour Jacques Martin, le jour de mes 30 ans, donc le 26 février 1991. Donc, Et donc, comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez rencontré ? Il vous a engagé tout de suite ? oui, parce qu'en fait, il y avait sur son bureau, d'abord, il était très gentil, très ouvert, hein, Ouais. très fou, et je l'aimais beaucoup. Et il y avait une biographie d'André Frédéric. Et moi, j'aime beaucoup André Frédéric. Je lui dis, vous avez une biographie. Il me dit, mais vous connaissez ? Je lui dis, oui, j'aime. Elle me dit, vous êtes engagé. André Frédéric, qui était un humoriste qui s'est suicidé, totalement génial. Ouais. Méconnu. Mais totalement. Le mot ringard, c'est lui qui l'a inventé. Ah oui. On en parle aujourd'hui. C'est lui qui l'a inventé pour un spectacle avec Jean Carmet. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui. L'expression est rentrée dans Oui. le quotidien. Et donc, vous avez débuté dans Ainsi font font font. Ouais. Je crois que vous étiez la seule femme de l'émission Oui. en chansonnier. Oui. Et ça, c'était un travail tout à fait nouveau pour vous. Oui, j'ai toujours écrit, mais oui, il fallait le lundi. Non, c'était le mardi. On voyait Jacques dans son bureau. Voilà, on annonçait toutes les bêtises qu'on pouvait raconter. Le lendemain, il fallait avoir écrit, et le jeudi, on tournait. Ça allait très vite. Mais il fallait le réflexe de l'écriture n'était pas simple. Non, alors comme on n'avait pas le choix, on écrivait. On improvisait. Et Jacques Martin improvisait encore un peu plus. Ah oui, il improvisait totalement. Ouais. Donc oui. il fallait s'en sortir. Oui. Moi, je m'entendais très bien avec lui. J'ai jamais eu de soucis avec lui. Et en plus, du jour au lendemain, vous devenez populaire. Oui, grâce à lui. Après, grâce à Michel Drucker. Oui, tout à fait. C'était une chose nouvelle, assez impressionnante. Quand l'espèce d'énorme popularité est arrivée, moi, je suis assez timide et puis je la comprenais pas parce qu'on était juste payé pour faire des bêtises et c'était quelque chose qu'il fallait gérer au quotidien. Et je courais pas après. J'ai fait mienne la phrase de Stéphane Zweig qui disait: je n'associe pas un excès de publicité à un excès de bonheur. Donc oui, Vous l'avez vécu. Curieux. Je l'ai vécu, oui. Et il y avait eu une première expérience télévisuelle, mais qui ne vous a pas laissé un très bon souvenir, c'est La Classe. Oui, alors on en a parlé parce que j'ai croisé Fabrice. Il me dit: oh Virginie, c'était chouette La Classe. Je lui dis: mais
Tu me notais très sévèrement, me dis mais non, mais c'est pas possible, mais je t'adorais. On n'avait pas du tout le même souvenir, c'était très sympathique. Non, mais Fabrice est totalement fou, de toute façon, il est génial. Oui, il était formidable. Et il est toujours formidable. Oui, formidable. Mais c'est vrai que cette émission, vous avez débuté, je crois, avec Alain Goison dans un sketch, Les Petites Astuces. Oui, ah là là, mais oui. Oui, je ne sais même plus ce que c'était ces petites astuces. Et comment vous êtes arrivé dans cette émission? Alors je donnais mon spectacle au Blanc Manteau en 1989. Là. Et j'ai rencontré Alain Goison. Et puis à l'époque, quand on arrivait à présenter un spectacle dans un petit café-théâtre à Paris, on pouvait faire la classe. C'était assez simple en fait. Oui, mais en même temps, c'était joyeux comme ambiance. Oui, c'était formidable. On est tous passés par la classe. C'est fou, hein? Et émission qui a démarré vraiment, Guy Lux voulait au départ la présenter, et puis il a changé d'avis, il l'a laissé à Fabrice, et ça s'est très bien passé. Il le faisait très bien, Fabrice. Puis il y a aussi une émission de télévision que vous avez tournée, qui n'a jamais été diffusée. C'est Rira, Rira pas. Vous en souvenez? Ça n'a jamais été diffusé? Jamais. Mais non. Mais en fait, il y a eu 5 émissions pilotes, c'était Jean-Yann qui avait produit ça. Oui. Il fallait faire rire les candidats. Oh là là. Et ça n'a jamais été diffusé? Jamais. Mais non, je croyais que ça a été diffusé. Il y avait 5 émissions, une seule a été diffusée, mais vous n'étiez pas dedans. Ah oui. Et je crois que c'était Georges Belair qui présentait l'émission. Oui, c'est ça, oui. C'était aussi quelque chose de très compliqué. C'était un concept très, très, très étrange. Alors, il y avait un candidat qui rentrait, qui s'asseyait sur le fauteuil du rire. Voilà. Et après, il y avait des tas d'humoristes là, qui étaient dans le décor, sur un banc, et on lui envoyait un humoriste. Et il fallait que l'humoriste le fasse rire, et s'il riait pas, il gagnait des cadeaux. Le type riait pas. Hein. Donc, comme il y avait pas, les gens riaient dans le public, mais pas le candidat. Mais comme il y avait pas le candidat, il aurait dû être au milieu du public. On voit quand même que les gens rient. Ce qu'on voyait, c'était un pauvre humoriste qui s'égosillait devant un type qui était félicité parce qu'il avait pas ri. C'était terrible. C'était LOL avant la lettre. Hein. Oui, c'était quelques années avant. C'était trop en avance sur son temps. Ce que Jean-Yann faisait, il trouvait des formules trop en avance. J'ai adoré Jean-Yann. Et puis, il y a eu cette émission tous les soirs à la télévision. D'abord, il y a votre rencontre avec Laurent Gérard. Je crois qu'il vous a envoyé une cassette au départ. Alors, il a envoyé à Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier m'a dit, est-ce que tu m'aiderais à choisir un imitateur? Je dis oui, très bien. Et on est allé chez Laurent, on a regardé plusieurs imitateurs et on l'a trouvé formidable. Et il m'était resté en tête. Et j'étais dans l'équipe de Claude Villers sur France Inter, dans le Vrai Faux Journal de France Inter. Et on a cherché un moment un imitateur. Et j'ai repensé à ce jeune homme que j'avais vu sur une cassette vidéo chez Laurent. Et je lui ai demandé le nom. Il m'a donné 2 noms. On ne savait pas trop. Finalement, on a appelé Laurent Gérard. En espérant que c'était bien lui. Oui, en fait, sa première télé, il l'a fait dans la Chance aux chansons, avec comme marraine Mick Michel, et il imitait Pascal Sevran devant lui. Ah oui, c'est ça, oui. Mais Pascal Sevran, que ça faisait beaucoup rire. Exactement. Oui. Et il imitait Yves Montand aussi. Oui. Mais là, vous êtes retrouvé dans un véritable marathon, parce que Studio Gabriel, c'était tous les soirs, il y avait les Zap Actualités, qui étaient un truc de fou. Ah oui, c'était... on commençait souvent le matin par la radio. Après, on avait la journée pour écrire notre chronique du soir, qu'on n'avait pas forcément écrite quand on disait bonsoir au début de l'émission, en direct chez Michel Drucker. Et vite, on se dépêchait de finir d'écrire, et hop, on passait. Et tous les week-ends, on était en tournée. C'est fou. Ouais, on n'arrêtait pas. Mais effectivement, le Zap Actualité, d'abord, le mot Zap, on ne sait pas très bien d'où ça vient. En fait, ça vient de la BD américaine. Et c'est l'image de la décharge d'un éclair dans le ciel. Et le premier à avoir employé ce mot, c'est un dessinateur américain, Robert Crump, avec le Zap Comics. Et c'est rentré ensuite dans le langage courant. Et là, il fallait en même temps voir des images et faire des sketchs sur des images existantes. Oui, c'est ça. Donc, on regardait les images d'actualité et on coupait le son. C'est vrai que quand vous coupez le son, ça vous raconte tout de suite autre chose. Et on était enfermés dans le studio l'après-midi à faire ça. Oui. Mais ça, c'était aussi, il fallait une complicité totale entre vous et Laurent Gérard. Oui, on s'entendait très bien. On s'entend toujours très, très bien. Mais en même temps, il se trouve que cette formule a été copiée depuis. Oui, mais c'est bien, c'est très bien. C'est formidable.
Et en même temps, pour la première fois, quand il y a eu une voix posée sur un homme politique existant, c'était dans La Boîte à sel, une émission de chansonniers des années 50, avec Robert Roca et Jacques Grélot. Ils avaient osé mettre une voix sur une image de Michel Debré. Oui. Réaction de l'Élysée, réaction du ministère de l'Information qui a exigé de voir les conducteurs. Résultat, ils ont dit non, ils ont arrêté l'émission. C'était la première fois. Incroyable. C'était dans les années Années 50. Il y avait Robert Roca, Jacques Grélot et Pierre Tchernia. Première émission de chansonnier à la télévision. Magnifique. Et alors ensuite, Laurent Gérard et vous, ça a été vraiment des années de duo, mais des duos qui a très bien marché. Oui, ça marchait très très bien. Et puis, je me sentais pas tout à fait à ma place. Je me disais, cette aventure concerne plus Laurent que moi. Et je me suis dit, cet avion est trop grand pour moi. Je veux le poser tout tranquillement, sans me scratcher, prendre un avion plus petit. On en avait parlé avec Laurent, et puis Laurent a très bien compris. Il était adorable. Et je lui ai dit, fais le tour de France tout seul pour vraiment affirmer maintenant le fait que tu continues ton chemin tout seul. Et il s'est très bien débrouillé. Ah bah oui, magnifiquement. Hein. C'est quelqu'un qui, c'est même pas qu'il est talentueux, c'est qu'il est doué. C'est un don. Il est surdoué même. Surdoué, non mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il se trouve aussi que vous avez quand même essayé de faire un spectacle au Palais des Glaces, je crois, tout seul. Ça n'a pas été un grand succès. Non, aucun. J'ai fait trois one-man show. Non, ça n'a jamais marché. Non. Et pourquoi? Mais je pense que j'écrivais des trucs un peu brin-de-zinc. Alors, les gens qui m'aimaient bien, qui me voyaient à la télévision, ils étaient un peu déçus. Les gens qui venaient entraînant des pieds, c'était plutôt contents. Donc, ça fait que ça n'a pas... non. Et je crois que c'est pas mon exercice d'être toute seule sur scène. Non, et puis en plus, c'était un temps où l'irrévérence était possible. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, oui, dans d'autres formes, mais je pense que oui, quand même. Alors, c'est plus compliqué de... Mais c'est peut-être pas plus mal d'avoir comme des garde-fous dans la moquerie, quoi, quand on se moque des gens. C'est peut-être pas plus mal. Et puis, il y a... Je regarde, par exemple, beaucoup les actualités de Bertrand. Je trouve qu'il est immensément talentueux. Et il me fait rire et il est irrévérent. Oui, mais est-ce que ce que vous disiez à l'époque vous vaudrait aujourd'hui des problèmes sur les réseaux sociaux? Certaines choses, oui, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'époque, qu'on peut dire maintenant. Voilà. Je pense que c'est protéiforme, cette avancée. Ces avancées, ces reculs sont protéiformes. Et vous avez avancé dans d'autres domaines. On va évoquer une autre date, le 15 décembre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Virginie Lemoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Virginie Lemoine. Nous parlerons tout à l'heure d'Avignon avec 2 créations et 2 reprises. Voilà. C'est quand même pas mal pour un seul festival. Faut tenir le choc. Alors, on a évoqué vos débuts avec Laurent Gérard, vos débuts dans l'humour. Et puis, le 15 décembre 2001, pour la première fois, cette série est diffusée à la télévision. Vous avez pour la première fois Marion Ferrière dans Famille d'accueil, et ça a changé votre vie. Oui, c'est très émouvant. Très, très émouvant. Oui, c'était magnifique. Ça a duré 15 ans. J'ai rencontré des gens magnifiques. Vraiment, c'était très sympathique. C'était familial et accueillant. Voilà. Cette série est régulièrement rediffusée. On l'a tous vu un épisode ou plusieurs, un jour ou l'autre. En fait, le principe, c'est un enfant accueilli dans chaque épisode, et en même temps, vous gérez une famille pas simple à gérer. Voilà, c'était... Alors, ce que je suis donc... mère famille d'accueil. Hein, oui. Et en fait, je crois que la problématique que je rencontrais dans les épisodes, j'en ai parlé avec les femmes qui faisaient le même métier, était assez juste. Après, la résolution, elle était toujours assez rapide et c'était toujours un peu happy end. Pas toujours, parfois, mais très rarement, ça se terminait pas tout à fait comme je voulais, mais c'était rare. Mais en tout cas, on a posé pas mal de cas, on a les problèmes de maltraitance de l'enfance, etc. On a abordé beaucoup de sujets, en tout cas. Oui, en fait, ce terme famille d'accueil, il est né. Au départ, le métier, c'est assistant familial, qui était une profession réglementée. Ouais, c'est ça. Et même si l'histoire de cette profession a débuté il y a plusieurs siècles, la naissance du statut, c'est de 1977 seulement. Ah oui. Peu de temps avant la création de cette histoire. Oui, c'est étonnant, alors. Comment vous êtes arrivé dans ce feuilleton? Eh bien, j'ai passé un casting. J'ai été appelée, j'ai passé un casting. Et une fois que je me suis dit, le manège est trop beau, je ne pourrais jamais monter dedans. Puis en fait, on m'a appelée en me disant que j'ai été choisie. Et j'étais très, très, très heureuse. Oui, ce qui a été plus compliqué, c'est le choix du mari. Il y a eu deux épisodes. Il y a eu Jean-Michel Dupuis, qui est absolument un comédien, mais vraiment hors pair, qui a fait
un épisode et qui ne pouvait plus après. Donc c'est Christian Charmetan qui est devenu mon mari. Voilà. Et d'ailleurs, il a continué pendant des années. Oui. Et il faut savoir qu'il a débuté en exerçant des petits métiers. Il est rentré au Guide du Routard de Philippe Gluhagen. Et il est devenu le beau-frère de Philippe Gluhagen. Oui, c'est drôle ça. Oui, c'est extraordinaire. Oui, il m'avait raconté ça. Alors, effectivement, ce feuilleton, ça a été 15 ans de bonheur. Oui. Mais je ne peux plus regarder maintenant quand ça passe parce qu'il y a eu trop de décès. On a perdu Ginette Garcin, Delphine Sérina, Smaïl Meki, qui à chaque fois me convoquait dans son bureau pour me confier des enfants. Et puis ma chienne, Brigitte, qui était dans tous les épisodes. Alors, bon, vous ne pouvez plus regarder. Non. Et c'est vrai que Ginette Garcin, elle a fait une carrière extraordinaire. Elle avait débuté chez Jacques Elian avec Zapimax. Et puis il y avait Le Miracle du Clan des Veuves, qui est une pièce qu'elle a écrite. Incroyable, ouais. Mais son mari Robert Beauvais est mort, elle écrit ça. Ouais. Et elle me dit, mais il m'a envoyé un signe du destin. Ouais. C'est devenu un classique. Oui. Et donc, ça veut dire 15 ans de tournage régulier pour vous. Oui, Comment ça se passait? Alors, on partait à Bordeaux, on tournait toujours à Bordeaux, donc j'étais souvent absente, entre au moins 6 mois par an. On partait à Bordeaux, on se retrouvait tous dans le même hôtel, un grand hôtel, c'était les colonies de vacances. Et puis, c'était très, très joyeux parce qu'on était une équipe de comédiens récurrents, parce qu'on faisait la famille, et puis on accueillait aussi à chaque fois des comédiens pour les épisodes qu'on tournait. Et on a rencontré vraiment des comédiens extraordinaires, particulièrement Françoise Michaelis, dont je salue la mémoire, qui était vraiment une comédienne absolument extraordinaire et qui a été une rencontre fondamentale dans ma vie. Et finalement, vous pensiez que cette série durerait 1 ou 2 saisons? Oui, c'était incroyable. On pouvait pas. On nous disait toujours on repart pour 1 an. Ah c'est super. Et chaque année on repart pour 1 an, pour 2 ans, mais on savait pas. Et ça a duré 15 ans. Et comment expliquer ce succès? Je ne sais pas. Alors je pense qu'il y avait quelque chose aussi de cette famille sympathique qui était un peu Monsieur, Madame, tout le monde, dans lesquels le téléspectateur pouvait se reconnaître. Et puis peut-être aussi ces thèmes de société qui étaient abordés, qui étaient assez justes, je pense. Oui, sur le problème des enfants, parce que ça concernait chaque famille. Oui. Et il y avait des moments très émouvants en même temps. Oui. Et à chaque fois, ça vous a donné une image tout à fait différente de ce que vous aviez avec Laurent Gérard. Oui, sans doute, oui. Je pense. Je m'en suis jamais trop souciée, donc oui, je pense qu'effectivement, je ne savais pas trop comment j'étais perçue avant, après, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se modifier, effectivement. Vous avez conservé des contacts quand même avec certains membres de la famille? Ah oui, Lucie Barret. Qui est dans vos spectacles régulièrement? Alors, elle a été beaucoup, maintenant, elle fait d'autres choses, elle s'est lancée dans la production. Oui, on s'est toujours au téléphone. Oui, on voit toujours le... J'ai croisé Christian Charmetan, j'allais en tournée, il revenait de tourner, on était avec nos valises. Mais c'est vrai que cette série est arrivée à un moment où le problème n'avait jamais été évoqué à la télévision, même dans l'actualité, on n'en parlait pas. Oui, tout à fait. Il y a même des enfants qui ont porté plainte parce qu'ils ont vu des épisodes où était traité le drame qu'ils vivaient, et le lendemain, ils sont allés porter plainte, et du coup, ils ont parlé d'épisodes, et l'épisode faisait partie des pièces, en tout cas, que regardait la police. C'est incroyable. C'est fou, incroyable. Alors ça, c'est la télévision. Bon, il y a eu quelques autres rôles, mais surtout le théâtre. Et le théâtre, il y a eu un spectacle qui a bien marché à vos débuts. C'était Le Syndrome de Madame Chiasson, mise en scène par Alain Sachs. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était dans les années 90. 2 ans, ça a duré. Oui. Qu'est-ce que c'était? J'ai fait des sketchs assez brinzingues. J'avais beaucoup retravaillé aussi avec Alain, parce que c'est un très bon metteur en scène exigeant. Et puis, mais je me heurtais toujours à ce problème qui était d'être seule sur scène. Mais pas tellement. Mon frère m'avait fait un gros fauteuil, et je prenais une manivelle, et je l'ouvrais, le fauteuil éclatait, devenait un fond de scène de musical. C'est extraordinaire. Mais en plus, Madame Chiasson, on pense à Jackie Chiasson, que Laurent Gérard évoque régulièrement dans ses sketchs, qui est le maire de la Fistinière. Oui. Il n'y a pas de rapport. Mais non, c'est drôle, ça, non. C'est extraordinaire, le hasard. Oui, c'est marrant, ça. Alors, finalement, vous êtes passé à la mise en scène, et ce qui a vraiment déclenché votre carrière de metteuse en scène, c'est vraiment La Diva à Sarcelles. Oui, Diva à Sarcelles, oui. C'est aussi un spectacle qui a été nommé au Molière, qui a été le prix du meilleur spectacle musical, et qui est né comment?
Alors, il est né d'une rencontre avec Brigitte Faure un soir. Je suis allée dans un tout petit lieu. C'était un ancien restaurant africain qui était devenu un théâtre un peu improbable. Mais j'étais venue vraiment pour soutenir le lieu. Et tous les soirs, il y a des spectacles différents. Et bon, j'ai dit à une copine, mais on n'a qu'à y aller jeudi. Et heureusement que j'y suis allée ce jeudi-là, parce que j'ai vu sur scène Brigitte Faure, que les auditeurs ont peut-être vu dans les mains jaunes, les filles aux mains jaunes ou le petit coiffeur. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette femme. Elle est extraordinairement drôle, soprano. Et du coup, je l'ai attendue à la sortie. Et je me dis, vous devriez être connue du monde entier. J'ai écrit pour elle une diva à Sarcelles que j'ai mis en scène. Qui était un spectacle qui se passait dans une tour au 17e étage. Exactement, à Sarcelles. Je suis en train d'écrire le roman. Mais alors, justement, comment expliquer le succès de ce spectacle? Alors, je ne sais pas. C'est toujours compliqué, je ne sais pas. En tout cas, les gens de notre métier, ça leur parlait, parce que c'est l'histoire d'une femme qui avait une petite heure de gloire en tant que soprano et dont la carrière s'était effondrée et qui retrouvait le plein épanouissement de son art en chantant dans sa cuisine devant un public imaginaire. Et finalement, il y a beaucoup de gens du métier qui m'ont dit, mais tu représentes notre peur fondamentale, c'est ça, quoi. Voilà. En même temps, l'opéra vous intéressait. Oui, j'adore l'opéra. Vous avez toujours écouté de l'opéra? Depuis toute petite, on écoute de l'opéra. Mais il y a des ténors incroyables. Il y a un ténor à Mexico, il n'y a pas longtemps, qui a été embarqué par des voyous. Ils ont voulu lui faire chanter. Et il a dit, mais je suis ténor, je dois aller à l'opéra. Il dit, prouve-le. Il dit, chante-nous quelque chose. Il dit, je ne chante pas si je n'ai pas mon public, si je n'ai pas mon orchestre et ma maquilleuse. Il dit, vous êtes vraiment un chanteur d'opéra? Vous partez. Ouais. Parce qu'il a exigé tout ça. Ça a marché. Il a pu sortir. Incroyable. Il a été relâché. Mais c'est fou, ça. C'est fou, hein? Incroyable. C'est presque une histoire à créer. Ah oui, oui. C'est presque un court-métrage. Alors, la mise en scène, vous y pensiez? Non, pas du tout. Je n'y pensais pas du tout. Et quand j'ai écrit une diva à Sarcelles, je voulais vraiment le mettre en scène. Et après, j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en scène. Et je me suis dit, c'est peut-être là qu'est mon carrefour, en fait. Mais vous n'aviez jamais essayé de mettre en scène quoi que ce soit? Non, très peu. Non. Et c'est venu comme ça? Oui, c'est venu vraiment de cette rencontre avec Brigitte Faure qui a vraiment bouleversé ma vie. Et ensuite, vous avez fait toutes sortes de mises en scène, Virginie Lemoine. Ça va de Ionesco à Sophie Forte, en passant par Irène Nelirovski ou Corinne Touzet. Ouais. Des genres très différents. Oui, mais après, si je ne suis pas inspirée, c'est pas une image de quelque chose, je n'y vais pas. Mais quel que soit le texte qu'on me propose, si je le vois, quand je le lis, si je l'imagine, je fonce. Mais c'est un don? Je sais pas. En tout cas, j'ai de l'imagination un petit peu. Ma mère était très sensible à ça quand on était petit. On n'avait pas besoin d'avoir de bons résultats à l'école du moment qu'on avait de l'imagination. Ce qui fait qu'il vous est arrivé, et vous continuez aujourd'hui, à faire plusieurs mises en scène en même temps? Oui, alors les unes après les autres. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'en faire une le matin, une l'après-midi. Oui. Mais je suis très organisée, je travaille beaucoup en amont. En fait, je crois que vous n'avez pas de bureau, mais vous avez un tiroir. Oui. Expliquez-moi ça. J'avais un tiroir, alors c'est devenu, j'ai déménagé, c'est devenu une étagère dans un placard avec tous les textes, et puis j'annote tout. En fait, je relis plusieurs fois, et il faut qu'en le lisant, exactement comme un roman, quoi. Un roman vous plaît, quand vous êtes parti dedans, vous ne vous rendez plus compte que vous lisez, vous êtes dans l'histoire et dans les images. En fait, il faut que se produise ce phénomène quand je lis une pièce de théâtre, il faut que je la voie. Mais en même temps, vous vivez complètement avec cette pièce pendant quelque temps. Ah oui. J'ai le nez collé au carreau, j'ai aucun recul. Et en même temps, vous êtes tellement distraite qu'un jour, je crois, vous n'avez pas reconnu Matt Pokora. Ah oui, mais oui, oh là là, mon Dieu, on allait faire Fort Boyard. Oui. Et on arrive, et puis je vois l'équipe précédente au moment d'embarquer sur le bateau, et donc c'était M. Pokora. Et je vois ce beau jeune homme, je lui dis bonjour, ça s'est bien passé. Il me dit oui. Je lui dis alors vous êtes excusez-moi, je vous connais pas, pardon. Et puis je suis M. Pokora. Ah d'accord, super. Et M. Pokora là c'est tout le monde. Il me dit non c'est que moi. Ah pardon d'accord. Et vous faites quel sport? Voilà ça s'est arrangé après. Oui non ça l'a fait rire. Oui. Vous avez une chose très particulière, je crois, Virginie Lemoine. Vous avez eu un chien à qui vous avez appris à aboyer sur le mot Ursaf. Oui. C'est tout ce qu'elle savait faire. Elle était très mal polie, elle était très mal élevée. Oui, Ursaf. Et je la faisais asseoir, je dis Ursaf, elle aboyait. C'est extraordinaire. Ah oui, ça j'avais. Je suis même passée à la télévision pour montrer mon chien qui s'aboie. Ouais,
C'est une chienne magnifique. Alors, en même temps, il y a cette folie qui est en vous, qui est une folie créatrice en permanence. Alors, je bouillonne beaucoup. J'ai énormément d'imagination, ce qui fait que je fais un peu n'importe quoi dans la vie. Faut que je vérifie toujours où je pose les affaires. Un jour, je suis arrivée devant le théâtre La Bruyère et je me suis dit un truc bizarre. En fait, j'avais toujours ma poubelle à la main. Et je suis sortie de chez moi, j'ai pris le métro avec la poubelle. Enfin, je suis devant le théâtre, je me suis dit un truc qui va pas. Mais je suis très, très, très distraite. Ouais. Nous, on aime vos distractions, si j'ose dire, et on va les évoquer à travers la date du 4 juillet 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Virginie Lemoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Virginie Lemoine. On a évoqué votre parcours par la comédie, par l'humour, à la mise en scène. Effectivement, la mise en scène est devenue aujourd'hui votre marque de fabrique. Et le 4 juillet 2025, vous êtes de retour à Avignon avec un spectacle tout à fait original que vous avez écrit, le manuel de la jeune mariée 1957, qui va être au Théâtre Actuel à Avignon. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors, en 2001, j'avais été une espèce de grosse brocante à Nice et j'avais trouvé le guide de la jeune mariée 1957. Je l'avais acheté, je l'avais lu et après, il s'est perdu. Je ne l'ai jamais retrouvé, mais je m'en souvenais bien. Et je m'étais toujours dit, un jour, ça fera potentiellement un spectacle. Et puis, j'ai écrit pour Valérie Zacomer que je sollicite beaucoup et je voulais avoir un nouveau projet avec elle. Et je l'ai regardé, on cohabite toujours ensemble pendant le Festival d'Avignon. Et puis je me suis dit, tiens, je vais lui écrire le manuel de la jeune mariée 1957. Alors j'ai lu énormément de guides de manuels, de guides de convenance, d'encyclopédies ménagères, d'encyclopédies médicinales. J'ai pris beaucoup de notes et puis j'ai écrit ce spectacle. Alors tout ce qui contient comme élément informatif, tout est vrai. Les thèmes des chapitres, c'est vrai. Par exemple, il y a un chapitre sur les mouches. J'ai trouvé ça. Il y a un chapitre sur le nombre de pas minimum à faire pour faire un ragoût. Il ne faut pas se fatiguer inutilement. Donc, il y a des schémas dans des encyclopédies ménagères comme ça, avec des pas. Alors, on ne comprend rien. Il y a des petits pointillés comme ça. Il faut faire ça pour ne pas perdre trop d'énergie, parce qu'il y a une deuxième journée qui commence le soir, lorsque le mari rentre. Il y a des conseils absolument extraordinaires. C'est pas que parler d'une voix neutre et être corvéable à merci. Bien sûr, il y a ça. Et puis, se manger, tous ses soucis, tout ça, dans un silence recueilli. Mais il y a aussi tous les conseils de bon sens, les conseils ménagers. Alors, par exemple, pour vraiment désinfecter vraiment votre maison, il faut la passer à un mélange d'eau claire et de formol. Après, bon, il faut vider les habitants de la maison. Mais on ne parle pas du sort de la maîtresse de maison qui passe ça. Et vous pouvez aussi nettoyer votre poulailler comme ça. Mais là, il faut éloigner les poules pour pas qu'elles meurent d'asphyxie. Mais ce qui me fait rire, c'est que la pauvre ménagère qui fait ça, on s'en soucie pas. C'est extraordinaire. Mais pour 57, c'était une autre époque. Oui. À la limite, il y a un côté de nostalgie dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si à l'issue du spectacle, on peut vraiment dire que c'était le bon temps. Mais en tout cas, 57, alors j'ai lu beaucoup de choses, c'est encore très corseté. Ça commence dès 64, par exemple, on sent que les choses changent, le ton change et on sent que mai 68 arrive. Mais en 57, c'est encore très rigide et très sévère. C'est la 4e République, oui. René Coty est au pouvoir, De Gaulle n'est pas encore arrivé, et on vient de signer le traité de Rome, qui est un traité avec le marché commun et 6 pays seulement. Donc on est au début de quelque chose. Et on n'a même pas encore le transistor et les yéyés. Parce qu'on peut le commander sur sa liste de mariage, mais c'est un truc de folie, le transistor. Alors, le point de départ, ce sont 5 futurs mariés qui vont justement vivre ce moment-là. Voilà, donc elle compulse très consciencieusement ce guide. Et puis, alors, bon, je l'ai recréé, donc j'ai tout écrit. Et puis après, ça s'entrechoque avec leur récit, parce que je me suis dit, elles ont bien, ces femmes, elles ont aussi une histoire. Et je voulais, à travers leur histoire, raconter vraiment la société. C'est-à-dire qu'on se rend compte, toutes les 5, qu'elles vont épouser des hommes qu'elles connaissent peu. Alors, il y a des histoires dramatiques, il y a des histoires qui sont assez drôles, et il y a une histoire vraie, parmi les 5. Mais on ne saura pas laquelle, il faudra aller voir le spectacle. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que ça parle d'une France que les moins de 20 ans ou 60 ans ne peuvent pas connaître, mais qui a existé. Oui, et puis j'ai fait des lectures comme ça, une fois, par exemple, dans une galerie d'art, devant des gens que je connaissais pas, c'était juste pour voir comment c'était reçu. Et en fait, je m'aperçois que ça concerne vraiment tout le monde, parce que c'est l'histoire de nos mères, de nos grands-mères. C'est pas loin, 1957, comme vous le disiez. Et quel courage elles ont eu, ces femmes. Aujourd'hui, si on en arrive là aussi, c'est qu'elles ont su
avec ce qu'on leur avait imposé comme diktat, elles ont su quand même faire énormément progresser les choses. Et il y a aussi des hommes qui les ont aidés. Féministe, c'est une cause nationale qui concerne tout le monde, et il y a des hommes aussi qui étaient... Oui, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les convenances, et les femmes devaient les respecter. Ah oui, oui. C'était pour les hommes aussi, hein. Il y avait beaucoup de choses. Enfin, les hommes n'avaient pas le droit du tout de s'émouvoir, pas le droit au chagrin. Et puis les femmes, alors j'ai trouvé dans les manuels des choses extraordinaires. Par exemple, si vous êtes mauvaise cuisinière, si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, que vous variez pas vos plats, votre mari, il n'aura pas envie de rentrer, donc il va rentrer de plus en plus tard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au café, il va commencer à boire et il va devenir alcoolique. Si vous avez un mari alcoolique, vous ne vous en prenez qu'à vous et à votre talent de cuisinière. On trouve des choses comme ça. Il y a même, je crois, il faut boire quotidiennement 1 litre de bière et 2 verres de vin. Oui, voilà. Ça, c'est pour être en forme, pour les grossesses. Et surtout, si on est enceinte ou allaitante, il faut bien boire de la bière et du vin. Une chose inimaginable aujourd'hui, c'est que pour les bébés, il faut du talc à l'amiante. Oui, il faut du talc à l'amiante pour les bébés. Absolument, c'est recommandé. Et puis, il faut exiger aussi le four à l'amiante. L'amiante, c'est une matière très ancienne, donc on a vraiment confiance dans l'amiante. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Oui. Et puis, il ne faut pas observer les statues peu convenables dans les musées. Ah oui. Surtout, il faut baisser les yeux, oui, absolument. Il ne faut pas parler fort dans un musée. Et de toute façon, en public, il ne faut jamais parler en remuant les bras et la tête, et avec une voix trop forte. Et puis, quand on arrive au théâtre, il faut laisser aussi son manteau au vestiaire, sauf s'il est en fourrure. Ça, je me souviens, moi, d'être allée au théâtre avec ma grand-mère, et elle pouvait garder son manteau parce qu'elle avait un vison. Et en plus, il y avait des grands-mères qu'on vous voyait à l'époque. Ah oui, bien sûr. Et puis des parents qu'on vous voyait aussi. Mais il y a des enfants qui ont été presque traumatisés par ça, Virginie Lemoine. Ah oui. C'était pas mon cas, mais certainement, oui. Et il se trouve aussi que c'est une France qui a totalement disparu, que vous n'avez pas connue, mais dont certains vous ont parlé. Alors, je suis née en 61, oui. Donc je me souviens, moi, d'être descendue à la cave avec maman, chercher du charbon pour se chauffer au charbon. On allait chez le Bougna, on habitait Montmartre. Hein. Bien sûr. Et il y avait aussi le laveur de carreaux qui venait régulièrement, qui chantait dans la rue. Oui, tout à fait. C'est une autre époque. Oui, il y avait le rémouleur, oui, tout à fait. Et puis je crois qu'il y a aussi l'époque du baby-boom, et le baby-boom a été aussi une révolution qu'il a fallu assumer. Oui. Peut-être aussi qu'on a inventé les couches, tout ça, parce qu'à l'époque, on lavait tout, c'était quand même assez écolo. Enfin, quand on voit les produits ménagers qu'on utilisait, c'est pas non plus très écolo. Hein. Alors, c'est un spectacle, il y a 5 femmes et il y a un homme quand même. Il y a un homme, oui, le pianiste, qui a une phrase qui est « Que pensez-vous, mesdames, du président René Coty ?» Donc, il a une phrase. Et il représente, oui, le futur mari. Et c'est Stéphane Corbin qui a fait qui a composé toute la musique des chansons. Et pourquoi René Coty? Parce que c'est l'époque, comme vous le disiez. Ah oui, parce que les femmes ne doivent pas parler politique. Donc alors on fait aussi des petites scénettes. Alors comment s'en sortir lorsqu'on est invité quelque part et que quelqu'un vous demande votre opinion sur le président René Coty? Il faut pouvoir s'en sortir. En même temps, René Coty qui a été élu au 13e tour à la surprise générale à Versailles, et lorsqu'on a annoncé à Madame Coty que son mari était élu, sa réaction ça a été oh là là, mais j'ai préparé une belle tarte pour ce soir, comment on va faire? C'est vrai? Ah, magnifique. Elle était très populaire, Madame Coty. Ah, oui. Alors il se trouve aussi que il y a des scènes qui sont presque de la vie quotidienne. Le choix de la viande chez le boucher, oui. Les appareils ménagers, ça aussi c'est important. Ah oui, c'est très important, mais alors ça aussi, je l'ai lu dans un guide. C'était vendu comme une liberté nouvelle, vraiment, de toute bonne foi. On disait aux femmes, vous allez chez le boucher, vous avez la possibilité de choisir la viande qui vous plaît sans demander l'autorisation de votre mari. Liberté nouvelle. Donc j'ai fait la liberté chez le boucher. On a fait une chanson très joyeuse. Et en même temps, c'était l'époque où, effectivement, on allait à la foire de Paris, qu'on appelait le carrefour des affaires, pour choisir, non pas son frigidaire, parce que c'est une marque, mais son réfrigérateur. Oui, son réfrigérateur, oui, absolument. Et là, c'était des choses monumentales. Ben oui, c'était beaucoup dans la vie des familles. Il y avait des machines à laver, alors je crois qu'il y avait une espèce de manivelle comme ça, mais ça a changé quand même. La machine à laver, ça a été une invention
fondamentale quand même dans la vie des ménagères. Puis elles étaient solides à l'époque comme les frigos. En fait, il y a aujourd'hui sur Internet un frigo de 1957 en bon état qui est en vente pour 200 €. C'est vrai? Oui. Ah, magnifique. Donc ça prouve que ça marche. Ah bah ça marche, c'était robuste. Et puis il y a les chansons aussi. Et il y a une chanson qui, à cette époque, en 57 justement, a célébré la femme avec un jeune poète qui débutait. Eh bien, dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras. Première chanson de Guy Béard aux Trois Baudets avec Jacques Canetti. Et c'est vrai que ça a été tout de suite un immense succès. Et là aussi, il y avait un amour simple entre l'homme et la femme. Ouais. Il n'y avait pas de rapport compliqué. Non, mais c'était quand même des rapports vraiment verticaux. Hein. Oui, exactement. Donc, il y avait des hommes formidables. Hein. Il y avait des maris. Moi, je viens d'une famille très, très, très féministe. Mes grands-mères étaient féministes, ma mère était féministe, mon père était féministe. Et j'ai découvert le sort qu'on réservait aux femmes. J'ai pas 7-8 ans, j'en avais pas conscience. Je pensais que c'était comme ça partout. Non, c'est vraiment le féminisme a sauvé tout ça, justement. Ah oui. Il y avait aussi, Virginie Lemoine, le budget course. Oui, alors ça, dans tous les guides, le premier chapitre est consacré au budget. C'est ce qu'il y a de le plus important, c'est de savoir gérer son budget. Donc, on peut le reporter sur un registre, on note toutes les dépenses et on le présente au mari quand il en fait la demande. Oui. Et surtout, les courses se font chez les commerçants, car le premier supermarché, c'est de 58. Ah oui. C'est Goulet et Turpin. Et en voyant ça, Édouard Leclerc a eu l'idée de créer ces supermarchés. Ah oui. Donc 1 an après. Ah oui. Et puis il y a ne pas vivre avec l'homme qu'on aime avant le mariage. Ah non, surtout pas. Ah non, ça c'est juste absolument impossible. Alors il y a dans le récit de ces femmes, il y a toutes sortes de rencontres. Et puis les guides ne parlent absolument pas de sexualité. Alors il y a des guides qui parlent de sexualité, qui sont très 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 pudiques, mais qui s'adressent aux hommes uniquement. Les femmes, pas du tout. Les femmes, on leur parle des responsabilités qui les attendent. Je trouve que de tout ce que j'ai lu, le guide le plus respectueux, c'est le guide de la jeune fille rurale, qui dit aux jeunes femmes, voilà, vous allez vous marier, et ça va être parfois difficile. Il vous faudra du courage pour tenir. Soyez courageuse. Ça, c'est le spectacle au Théâtre Actuel d'Avignon à partir du 5 juillet que vous reprendrez en tournée. Et puis, il y a un autre spectacle avec Corinne Touzet qui vous aime beaucoup, avec cette fois-ci une histoire de Ken, qui est une histoire de recherche, d'amour, mais autrement. Voilà, c'est une femme qui donc atteint la soixantaine, qui est célibataire et qui a envie de trouver l'âme sœur. Donc, sa fille l'inscrit sur les sites de rencontres. Mais pour elle, c'est absolument terra incognita. Hein. Et donc, elle rencontre un homme qui s'appelle Ken. Et sans le faire exprès, tout de suite, elle rencontre le bon. Donc, tout est très, très, très louche chez ce monsieur, parce qu'il a l'air d'avoir toutes les qualités qu'il lui faut. Et un prénom, mais est-ce que c'est son prénom ou pas? Et voilà, alors c'est tout le parcours de cette femme, la carte du tendre de cette femme qui rencontre comme plusieurs hommes, etc., qui revient toujours à Ken. C'est une très belle comédie pleine d'autodérision. Exact. Et en même temps, 2 autres spectacles à Avignon. Sophie Forte que vous reprenez, et puis un autre spectacle. Oui, alors Sophie Forte, on reprend La Valise. Voilà, l'année dernière, elle a joué avec une mise en scène de Frédéric Pateau qui l'avait entouré de beaucoup d'effets, etc. On a choisi ensemble. Frédéric Pateau habitant San Francisco, elle m'a demandé de prendre la suite avec l'autorisation de Fred. On a tout enlevé. On a gardé la mise en scène de Fred, et puis c'est presque un nouveau spectacle avec 2 metteurs en scène. Et c'est l'histoire de son papa qui était chauffeur de taxi et qui s'est fait renvoyer parce qu'il avait cogné un type un jour, c'était très colérique, qui un jour a peint une petite gouache, comme ça, que sa femme a fait encadrer, et c'est devenu un des plus grands peintres. Il a fait une carrière internationale et a été prix de Rome. Enfin, c'est une histoire incroyable et vrai comme tout ce qui touche à Sophie. Ça, c'est le 3e spectacle. Le 3e, et sinon, je reprends les 5 de cœur, un air de fête, pour fêter les 30 ans de l'existence du groupe. Alors, tout le monde n'est pas là depuis 30 ans. D'ailleurs, aucun des membres n'est là depuis 30 ans, mais c'est un spectacle très joyeux. Ils sont absolument extraordinaires, chanteurs et musiciens, les 5 de cœur. Mais comment on fait, Virginie Lemoine, pour faire 4 spectacles en même temps à Avignon? Alors, je cours, parce que j'aime bien faire l'accueil. J'accueille toujours les gens dans la salle. Après, je disparais parce que je trouve que le spectacle, il appartient aux comédiens. Oui. Mais en tout cas, j'ai un immense plaisir à accueillir les gens dans la salle. Mais on se perd pas entre 4 spectacles? Non, j'en ai 2 à la même heure le matin. Donc, j'ai un assistant extraordinaire qui s'appelle Laurie André, et on se répartit.
Bon. En tout cas, donc il y a beaucoup de choses à voir à Avignon. Vous tapez Virginie Lemoine sur Internet, et puis il y a ce guide de 57 qui, à mon sens, ira au-delà d'Avignon. Et vous le méritez. Oui, ça sera repris l'année prochaine, c'est évident, dans toute la France. Les dieux du théâtre vous entendent, Jacques. Eh ben, ils nous entendent tous les jours sur Sud Radio, vous pouvez être rassurés. Merci infiniment. Merci. J'ai appris une foultitude de choses. Merci Virginie Lemoine, et à bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.